Bonjour, cette semaine, Cap Amérique vous emmène en Colombie, qui vit sa première semaine de paix officielle en plus de 50 ans. L'accord de cessez-le-feu définitif entre les autorités et les FARC est en vigueur depuis lundi. À suivre aussi, un premier vol commercial assure désormais la liaison directe entre les États-Unis et Cuba. On ira voir au passage ce que pensent les Américains qui ont déjà eu l'occasion de se rendre sur l'île. Direction enfin la Louisiane, à nouveau sinistrée par les inondations, 11 ans, jour pour jour après le passage de l'ouragan Katrina qui avait déjà dévasté l'État américain. République régicide, le Brésil vient pour la deuxième fois en 25 ans de faire tomber son président. Sa présidente, en l'occurrence, puisque Dilma Rousseff était la première femme à occuper les plus hautes fonctions. Première aussi désormais à côtoyer Fernando Collor au panthéon des chefs d'État destitués. Accusée d'avoir truqué les comptes publics, elle n'a pas su convaincre de son innocence les sénateurs, dont plus de la moitié sont pourtant eux-mêmes soupçonnés de corruption ou visés par une enquête. C'était il y a 6 ans déjà. Dilma Rousseff, 62 ans, devient la première femme à diriger le Brésil, remportant aisément la présidentielle, portée par la popularité du chef d'État sortant, Lula, son mentor, à qui elle doit tout. C'est une telle joie d'être ici aujourd'hui. Des millions et des millions de Brésiliens m'ont confié une mission, sans doute la plus importante de ma vie. Son envol politique est survenu dans les années 2000, celle que l'on surnomme la dame de fer brésilienne pour son tempérament en acier trempé, profite du scandale sur le financement parallèle de la campagne du Parti des travailleurs qui décime ses cadres pour monter en grade. Alors ministre de l'énergie, Dilma Rousseff se retrouve propulsée numéro 2 du gouvernement. Lula présente Dilma, économiste de formation, comme la mère du programme d'accélération de la croissance, programme qui a investi massivement dans les infrastructures du pays et qui a fait beaucoup pour la popularité de Lula. Pendant son premier mandat, Dilma Rousseff poursuit le combat de son mentor contre les profondes inégalités sociales. Mais la croissance s'essouffle et elle n'est réélue que de justesse. Elle doit aussi faire face à une fronde sociale historique contre la Coupe du monde de football. Une partie de la population dénonce l'état de délabrement des services publics et la corruption qui gangrène le pays, avec notamment le scandale Petrobras. Finalement, Dilma Rousseff aura terminé sa carrière comme elle l'avait commencé, sur un scandale. Celui du financement parallèle du Parti des travailleurs avait lancé son ascension politique. Une décennie plus tard, un autre scandale, celui du maquillage des comptes publics, lui a été fatal. Cette fois, ça y est, après des années de négociations, les Colombiens touchent enfin du doigt l'espoir d'une paix durable et même définitive si l'on en croit les termes de l'accord. Conclu la semaine dernière à Cuba, il entre en vigueur officiellement cette semaine. Et s'il reste au peuple à le ratifier par référendum, ce sera le 2 octobre. La guérilla des FARC aura déjà déposé les armes d'ici là, derrière son chef, Timo León Jiménez, alias Timochenko. Son portrait tout de suite est celui de l'autre artisan de ces accords, le président colombien Juan Manuel Santos. Le 26 juin dernier à Cuba, une poignée de main longuement applaudie entre le président colombien Juan Manuel Santos et le chef des FARC, Timochenko. Elle annonce la fin d'un demi-siècle de conflit armé, le plus long d'Amérique latine. Que ce jour soit le dernier jour de la guerre. Ceci est la paix de tous les Colombiens, tous, sans exception. La paix dont nous avons rêvé et que nous espérions depuis tellement d'années. Un président conservateur issu d'une famille aisée de Bogota et un leader guérillero marxiste d'origine paysanne, deux anciens ennemis devenus artisans de la paix. Ministre de la Défense d'Álvaro Uribe de 2006 à 2009, Juan Manuel Santos a pourtant dirigé un combat sans merci contre les forces armées révolutionnaires de Colombie. Il contribue largement à l'affaiblissement des FARC, notamment en ordonnant des opérations contre leur camp dans les montagnes colombiennes. Mais lorsqu'il se lance dans la campagne présidentielle, il change de ton. Juan Manuel Santos fait le pari politique d'un dialogue avec la guérilla. Mon gouvernement sera ouvert à toute discussion qui cherche à éradiquer la violence et à construire une société plus prospère et plus juste.
Né dans une région de production de café, Rodrigo Londoño Echeverri, de son vrai nom, étudie la médecine en Russie avant d'être instruit militairement en Yougoslavie à l'époque de Tito. À son retour en Colombie dans les années 80, il rejoint les FARC, gravit rapidement les échelons et en prendra le commandement en 2011. Celui qui se fait aujourd'hui appeler Timoleon Jiménez, alias Timochenko, en hommage à un maréchal soviétique de la Seconde Guerre mondiale, est longtemps passé pour un dur parmi les durs de la guérilla. Nous savons très bien que la seule chose qu'attend l'oligarchie, c'est notre reddition humiliante. L'oligarchie veut montrer à notre pays et au monde entier le prix que payent ceux qui osent la contredire. Il y a deux parties à la table et nos aspirations sont complètement différentes. Malgré leur profil radicalement opposés, les deux hommes se sont aujourd'hui retrouvés sur un objectif commun. Après 4 ans de pourparlers délocalisés à La Havane, ils doivent se rencontrer à nouveau fin septembre pour la signature solennelle des accords de paix. Un vol historique ce mercredi. La compagnie américaine JetBlue vient d'inaugurer sa liaison entre Fort Lauderdale et la ville cubaine de Santa Clara. Premier vol régulier entre Cuba et les États-Unis à un prix low cost, $99, l'aller simple. Pas question bien sûr d'oublier le billet retour, d'autant que les voyageurs sont encore soumis aux règles de l'embargo. Reste que face à la demande, d'autres transporteurs aériens vont suivre dans les prochains jours. Réaction parmi les Américains qui ont déjà eu la chance de se rendre à Cuba. C'est un reportage d'Ed Augustine, récit signé Etanagi. Les drapeaux des deux pays flottent sur les terrasses d'hôtels. Une façon pour les Cubains de souhaiter la bienvenue aux touristes américains. Ils sont très enthousiastes à l'idée de voir des Américains, parce que je pense que tout le monde y gagne ici. D'un autre côté, on peut visiter le pays. Les Cubains, eux, peuvent faire de l'argent. Les personnes qui voyagent voient Cuba comme une destination intéressante. D'autres te demandent « Pourquoi irais-tu à Cuba ?» Ces gens-là ont encore une image de Cuba des années 50 et 60. Il y a eu beaucoup d'arrivées d'Américains du Nord, en majorité des jeunes curieux de voir comment se passe la vie à Cuba. Et grâce à ça, on a 2 à 3 fois plus de travail. Du travail pour les Cubains, mais surtout de nombreuses opportunités pour les entreprises américaines. Nous sommes les premiers Américains à gérer un hôtel à Cuba et nous espérons construire une relation sur le long terme. Des entrepreneurs d'autres secteurs ont aussi fait le voyage. Nous sommes ici pour les affaires, mais il faut prendre le temps de découvrir un peu les lieux. Comme les relations entre les deux pays s'améliorent, nous espérons être parmi les premiers importateurs de roches naturelles de Cuba vers les États-Unis. Depuis le réchauffement des relations entre les deux pays, l'île Castriste a reçu un nombre record d'Américains. Entre business et tourisme, certains ont déjà fait leur choix. Salut! L'histoire se répète cruellement pour les habitants de Louisiane. 11 ans, jour pour jour, après l'ouragan Katrina, l'État se retrouve une fois de plus sinistré par les inondations. Reportage à Bâton Rouge de nos correspondants Gallagher Fenwick et Philip Crowther. Red Cross! 13 personnes ont péri dans les inondations en août, à Bâton Rouge. Il y a 12 ans, lors de l'ouragan Katrina, le bilan avait dépassé les 1800 morts. La douleur est tout aussi vive aujourd'hui. Presque tout le monde dit que c'est encore pire cette fois-ci. Plus de maisons, plus de gens touchés. Le volume de destruction est impressionnant. Il y a urgence, l'humidité a rendu des milliers de maisons invivables. La Croix-Rouge américaine a déployé plus de 2500 volontaires dans les rues et dans des abris. Le retour à la normale semble encore loin. Les gens ont leur vie ici. Avec leur travail, les enfants, leurs écoles, ils ne peuvent pas partir d'ici. La reconstruction prendra au moins autant de temps que pour Katrina. Parmi ces personnes, il y a des survivants de Katrina. Stacy Mitchell, par exemple. C'est la deuxième fois qu'elle et les siens ont abandonné leur maison.
C'est vraiment comparable. La seule différence, c'est qu'avec Katrina, l'eau était montée bien plus haut. Oui, bien plus haut. Les habitants de la Louisiane sont, malgré eux, devenus des experts en matière de secours et de reconstruction. Cette fois, celles et ceux qui ont trouvé refuge ici se disent satisfaits par la réactivité du gouvernement. Même si certains, comme Frank et Meg Genusa, accusent le président Barack Obama d'avoir trop attendu avant de rendre visite aux victimes. Pour ce qui est de notre bien-aimé président, vous entendez parler du fait qu'il est en train de jouer au golf. Comment peut-il s'adonner à ce genre d'activité au lieu de penser à nous ? Une absence qui a profité aux candidats républicains. C'est justement dans ce quartier que Donald Trump a distribué des vivres. Les inondations de Baton Rouge sont devenues un sujet très politique. Les habitants des rives du Mississippi, eux, préfèrent concentrer leur attention sur le début de la décrue. On se quitte avec un hommage au géant de la comédie américaine. Gene Wilder est mort cette semaine à l'âge de 83 ans. Acteur fétiche de Mel Brooks, on se souvient notamment de ses rôles dans Frankenstein Jr., Le shérif est en prison ou encore Les producteurs. Il laisse aux yeux des cinéphiles le souvenir impérissable de son interprétation de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, film aux accents psychédéliques adapté du roman éponyme de Roald Dahl. On se quitte avec un extrait. There is no life I know to compare with your imagination. Living there, you'll be free if you truly